Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview de l'Hémicycle. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui le patron de la BRED, la banque, la BRED, le groupe, la BRED, Olivier Klein. Monsieur Klein, soyez le bienvenu. Bonjour, merci beaucoup. Alors, vous avez un parcours professionnel qui est assez spécifique, assez spécial. Vous savez, souvent, quand on dit les gens ont eu plusieurs vies professionnelles, ce sont des vies qui succèdent à d'autres vies. Vous, me semble-t-il, vous avez juxtaposé perpétuellement dans votre parcours, jusqu'à présent en tout cas, plusieurs vies professionnelles. Celle d'économiste, celle d'enseignant et celle de banquier précisément. L'économie, c'est un peu le fil rouge de ces professions, parce que l'économie, c'est la vie, finalement. Alors, vous êtes à la fois spécialiste de microéconomie, de macroéconomie, donc on peut parler de tout avec vous. J'aimerais qu'on commence par parler de la BRED, évidemment. Il y a ce papier des Échos qui m'a frappé. Olivier Klein, figure historique du groupe BPCE, quittera son poste en mai, après 10 ans à la tête de la banque, donc la BRED. Au cours de son mandat, la banque a vu ses revenus quasiment doubler et ses bénéfices presque triplés. Donc, Olivier Klein, sans fausse modestie, le bilan est parfait. Parfait, c'est jamais parfait, mais on a surperformé quand même. Oui. On a surperformé le secteur dans une banque, la BRED, qui est une banque universelle en réalité. Elle a de la banque de détail, de la banque de grandes entreprises, de la banque internationale, salle des marchés, une filiale d'assurance vie, une filiale d'asset management, etc. Donc c'est un petit groupe à l'intérieur d'un grand groupe BPCE, et ce petit groupe est caractère universel. C'est passionnant, parce que j'ai, dans ma vie bancaire, fait plusieurs choses, et là j'ai pu tout réunir d'un coup. Et j'espère que pour chaque métier, on a choisi des bonnes stratégies qui ont bien fonctionné, d'où les résultats. Ça a été vrai en banque de détail, ce qui était peut-être le plus étonnant, on y reviendra peut-être si vous le voulez plus tard. Le plus étonnant parce que avec les taux d'intérêt, les banques de détail ont souffert en Europe. Donc, nous, on s'est fortement développé. On a fait plus 70% de produits nets bancaires, des revenus bancaires en 10 ans. Certaines ont reculé. Donc, il y a quand même une grosse différence. Mais on a aussi très, très bien marché dans la salle des marchés, où on a des grosses spécialités. Une grosse spécialité, c'est le placement des titres courts émis par les grands groupes européens. Et en décembre dernier, on a eu le prix de la meilleure banque du marché monétaire européen. Ça fait quand même plaisir. Sur le placement des titres courts des grands groupes. Voilà. Et on a une activité internationale. Elle a remarquablement monté, développé. On est dans des pays émergents. Hein. On est à Djibouti, on est en Asie du Sud-Est, on est dans le Pacifique. Et puis alors, on a une banque, elle, spécifique, parce que toutes les autres sont des banques commerciales. Mais on a une banque spécifique qui fait que du trade finance, donc du financement du négoce international. Et on l'a créée il y a 6 ans à peu près, à Genève, parce que c'est une des grandes places mondiales pour cela. Et on vient d'ouvrir une succursale de Genève à Dubaï, parce que là aussi, ça se développe très bien. Donc au total, on a eu des stratégies qui ont bien marché sur chaque activité qu'on a. Et voilà, ça a donné de bons résultats, on est ravis. Et c'est vraiment l'ensemble, je crois, des collaborateurs. Je ne dis pas ça pour faire bien, je suis sincère. C'est que tout le monde a adhéré à la stratégie. Et la réalité, c'est qu'on a eu beaucoup de changements. Mais avec un bon accompagnement au changement, chacun a pu participer réellement. Alors, Ça Olivier fait la Klein, différence. des stratégies, j'imagine, selon les spécialités, vous venez de les décrire un peu, là vous avez performé. Moi, il y a une stratégie qui m'a beaucoup interpellé, je dois vous le dire, et vous allez nous expliquer comment vous êtes venu à ce raisonnement. Au moment où il y a beaucoup de pure players qui se lancent dans la banque et qui font de la banque à distance, vous avez dit non, pas du tout. Nous, on va continuer d'ouvrir des agences, on va embaucher des gens, on va les former. Qu'est-ce qui vous a permis d'avoir cette stratégie alors que tout, j'allais dire, la condamnait presque? C'est vrai qu'il y avait, peut-être moins aujourd'hui, mais beaucoup pendant les 10 dernières années, une sorte de doxa qui s'était installée, qui était, comme les taux d'intérêt sont plus durs pour les banques, parce que quand on a les taux d'intérêt longs qui se rapprochent des taux d'intérêt courts et le tout vers zéro, c'est pas bon quand on prête et qu'on emprunte de l'argent. Donc, il y avait compression, en quelque sorte, du taux de marge net d'intérêt des banques, donc du taux de marge, quoi. Et au total, il y a pas mal de banques qui ont pu penser que de ce fait, comme il y avait en même temps la révolution technologique, comme il y avait le numérique, le digital, comme on veut, qui se développait très fortement, ben on allait développer le digital, on allait réduire les coûts parce que le digital remplacerait l'humain. On réduisait le nombre d'agences, on réduisait le nombre de personnes travaillant dans les agences, de conseillers,
et qu'on y arriverait ainsi. Et ce n'est pas ce que j'ai cru, effectivement. Alors pourquoi? En faisant une analyse assez approfondie, j'espère, et parce que j'espère qu'on connaissait bien le métier pour pouvoir faire cette analyse. Pour faire de bonnes analyses, il vaut mieux bien connaître les métiers, ça aide quand même. Et la réalité, c'est, je pense qu'il y a un univers de besoins qui est la banque transactionnelle, la banque du quotidien. Et alors pour cela, on n'a plus besoin d'humains, ça c'est parfaitement vrai. Pourquoi aller faire la queue aux agences quand je peux faire sur mon smartphone tous mes virements, la vérification de mes comptes, tout ce que je veux? Pourquoi aller faire quoi que ce soit alors que j'ai aussi des guichets automatiques de banque de plus en plus perfectionnés, etc. Pourquoi se déplacer? Et ça, c'est vrai. Mais à côté, il se trouve qu'il y a un autre univers de besoins qui s'articule au premier, mais qui n'est pas confondable, et qui est l'univers de besoins de l'accompagnement des projets de vie et des projets d'entreprise. Et au fond, les uns et les autres, y compris les chefs d'entreprise, ont besoin d'être accompagnés pour financer leurs projets. Et pour financer les projets, il faut de l'épargne, du crédit, des assurances. Tout ça, c'est des produits longs, ce n'est pas de l'immédiateté. Alors que le transfert d'argent, la remise d'un chèque, etc. Donc il faut des gens pour parler aux clients. Et oui, et pour avoir la confiance. Et pour leur donner confiance. Et ça, c'est fondamental. Donc, oui, le digital, on a investi fondamentalement sur le digital. Et on a d'ailleurs reconnu par le marché l'une des toutes premières, peut-être la première, peut-être la deuxième, appli de qualité sur les smartphones. Et ça, c'était fondamental. On s'est servi aussi du digital pour essayer de retirer le plus possible de travail répétitif dans les agences. Et tout ça pourquoi? Mais pour laisser du temps, précisément à nos conseillers, pour qu'ils fassent de mieux en mieux leur travail de Mais conseiller. Olivier Klein, vous le savez, souvent la critique que font les clients, on est tous clients d'une banque ou de plusieurs banques, c'est que parfois les conseillers, ils ne sont pas à la hauteur des attentes ou de la connaissance qu'a la client. Ça veut dire que vous avez été obligé aussi de former ces gens à avoir une approche professionnelle auprès de votre clientèle. On a beaucoup investi sur le digital, on a beaucoup investi sur l'humain. On a réorganisé en profondeur, sans jamais couper dans le nombre d'agences, mais on a additionné un petit peu, sans jamais couper dans le nombre de conseillers, on a même additionné un petit peu. Mais en revanche, on a apporté une formation, on a monté de 40% le budget formation en 10 ans. Et on a réorganisé les agences en profondeur, on a mieux segmenté notre clientèle, et on a mis en face de chaque type de clientèle un conseiller attitré pour ce type de clientèle, de façon à apporter la meilleure valeur ajoutée de conseil, que ce soit pour l'entreprise, la grande entreprise, la moyenne entreprise, la petite entreprise, la toute petite entreprise, les particuliers modestes, les particuliers qui ont un peu plus, les particuliers qui ont beaucoup plus et les particuliers qui sont en gestion privée, en gestion de fortune. Et en faisant cela, il se trouve qu'on a surperformé le marché, voilà, de loin. Et la croissance de notre revenu bancaire a été très importante dans ce domaine-là où c'était peut-être le plus surprenant parce que justement, vous disiez que ce n'était pas attendu. Au fond, il y a même 10 ans, 5 ans encore, beaucoup se disaient que les nouveaux entrants, dont vous parliez tout à l'heure, les néobanques, les banques purement Internet, allaient en réalité disrupter, comme on dit dans un mauvais français, le marché. Ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas une seule banque à distance qui gagne de l'argent. Sans conseiller. Alors, je le disais en commençant, il m'a semblé que le fil rouge de votre vie, c'était l'économie, parce que l'économie explique la vie. Et j'ai extrait cette phrase de votre discours personnel lorsque vous avez reçu la Légion d'honneur. Vous dites « L'économie tente en effet d'expliquer comment les hommes s'organisent pour vivre, pour faire société, pour chercher à améliorer leur sort ». Pardonnez cette caricature, mais si je devais résumer tout cela, je dirais que les 4 verbes qui ont l'air de tracer votre chemin professionnel, c'est apprendre, comprendre, transmettre, transformer. Oui, ça me paraît vraiment bien. Oui. En tout cas, c'est ce qui me caractérise. Moi, j'aime apprendre et je continue toujours. Et puis alors, quand on enseigne, on apprend tout le temps. C'est ça aussi qui est bien. Mais apprendre ne suffit pas. Vous savez, je cite un moment dans mon petit livre Nietzsche qui dit « On apprend trop, on ne pense pas assez ». Donc je pense qu'on n'apprend jamais trop en réalité, mais à condition qu'on s'en serve pour penser. Hein. Donc il faut apprendre pour comprendre, penser par soi-même, et puis évidemment penser pour transformer. Et c'est ce qu'on essaie de faire modestement quand on est à la tête d'une entreprise avec toutes les équipes avec lesquelles on travaille. Mais aussi transmettre. Ça, c'est un plaisir infini. Transformer, le plaisir vient du fait qu'au bout du temps, quand ça marche, c'est formidable.
Mais il faut forcément un temps dans la transformation. Il faut un accompagnement du changement, il faut le temps du changement. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller trop lentement. Il faut du rythme, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. Et quand on transmet dans l'enseignement, c'est extraordinaire. On enseigne et on voit les étudiants, quand on explique quelque chose qui leur paraît clair et qui leur paraît assez compliqué à voir, on voit leurs yeux s'illuminer. Ça, c'est immédiat. Alors, vous citez Nietzsche, l'homme qui parlait à Zarathustra, mais vous citez aussi Tocqueville. Ah oui. On a le droit de ne pas aimer le monde dans lequel on vit, mais on n'a pas le droit de ne pas le comprendre. Exactement. Donc vous, en fait, que ce soit à la banque, à la BRED, ou devant vos étudiants, vous apprenez et vous essayez de comprendre. Oui, et c'est trop facile de ne pas aimer sans comprendre. Pour faire quoi à la place? Pour transformer comment? Si c'est pour faire pire, ça ne sert à rien. Donc oui, il faut comprendre, il faut bien analyser, et après, il faut essayer de choisir les chemins pertinents. Et cette transformation-là, elle est fondamentale. Donc il faut comprendre. On n'a pas le droit de ne pas comprendre. Est-ce que vous diriez que l'approche théorique, bon, il y a un manuel qui a marqué notre génération d'économistes, qui est le manuel de Marc Bloch, La pensée économique, la théorie de la pensée économique. Est-ce que vous diriez que cet aller-retour constant entre la théorie et la pratique, entre l'économiste enseignant et le banquier, a enrichi l'un et l'autre et vous a permis parfois de mettre en place des stratégies, des théories que vos confrères banquiers peut-être regardaient d'un peu de loin à certaines époques? Au début, oui, oui, je pense sincèrement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai pas juxtaposé, mais un peu, oui, des carrières, des évolutions professionnelles. Au lieu de les mettre bout à bout, j'ai fait ensemble. Mais c'est exactement ce que vous venez de dire. Ça s'est enrichi d'un côté et de l'autre. Grâce à ce que j'enseigne, ce que j'apprends, ce que j'essaie de comprendre et de transmettre, j'ai eu des compréhensions du monde qui m'ont aidé beaucoup à faire. Et à faire la banque le mieux que je pouvais. Et le fait de faire la banque le mieux que je pouvais dans l'ensemble des marchés financiers, des comportements des gens, de tout ce qui fait la microéconomie, la macroéconomie, vous disiez tout à l'heure, et l'économie financière et monétaire, ça m'a permis d'enseigner bien mieux. Et une des choses que j'essaie de dire aussi à mes étudiants, c'est il faut conceptualiser les choses, mais si on fait que la théorie, si on prend des hypothèses fausses, on peut avoir aussi des résultats faux, quoi, hein, des outputs faux. Donc il faut faire la théorie, sans quoi on est dans la description et on ne comprend pas l'intimité des choses. Mais il faut sans arrêt vérifier que cette théorie correspond à la réalité, que ça permet d'expliquer la réalité, et donc se servir des faits à rebours pour remettre en cause la théorie. Monsieur le professeur, je vais faire un contrôle des connaissances. Je vais faire un contrôle des connaissances. Très inquiet, alors. En quoi, d'après vous, les cycles Kondratiev ou Juklar, qui sont des courbes sinusoïdales expliquant les croissances et décroissances et récessions, expliquent l'augmentation ou la baisse des taux d'intérêt? Alors, ça c'est un sujet, mais là vous m'entraînez, je vais essayer de ne pas faire 1 heure quand même. Non. Mais 2 minutes. J'ai d'autres élèves derrière. Il y a 2 minutes peut-être. Non, parce que c'est des sujets que j'enseigne pendant des heures et des heures à HEC, derrière. Donc c'est un sujet très lourd. En réalité, oui, il y a les cycles, bien sûr, et les cycles business, les cycles économiques réels, entraînent naturellement, quand il y a surchauffe, des taux d'intérêt plus élevés avec un peu plus d'inflation, et quand, au contraire, on est en dépression, moins d'inflation, donc des taux d'intérêt plus bas pour faire remonter le cycle après. Mais ces derniers temps, il y a autre chose. Ces derniers temps, depuis la crise de 2007-2009, il y a eu des politiques monétaires qui sont venues inscrire des taux d'intérêt très bas pendant très longtemps. Ces taux d'intérêt très bas, avec le quantitative easing, le bilan de la Banque centrale qui est mis en face, plus des taux d'intérêt amenés à des niveaux très bas, taux d'intérêt directeurs, ont permis de sortir de la dépression qu'aurait pu entraîner la crise de 2007-2009, de la récession qui aurait pu tourner en déflation profonde. Donc il fallait le faire. Les banques centrales ont bien fait. Mais après, et ce n'est pas seulement mon analyse, c'est la mienne, mais c'est aussi celle d'instituts comme la Banque des règlements internationaux, par exemple, et d'autres encore, la BRI, qui analysent, comme moi, que si on reste trop longtemps dans des taux trop bas, des taux longs trop bas, on induit une économie dans laquelle, en réalité, l'inflation sera structurellement très basse. Les taux d'intérêt sont toujours plus bas. On induit aussi des entreprises zombies. C'est des entreprises qui ne devraient plus exister parce qu'on est dans une économie schumpeterienne. On a des entreprises qui naissent et d'autres qui meurent, et c'est la vie, et c'est les cycles économiques, ça aussi. Et donc, ce que je veux dire,
pour revenir aux taux d'intérêt, c'est qu'ils sont aussi façonnés par la politique monétaire, même les taux d'intérêt longs. Alors justement, Olivier Voilà. Klein. Et si je peux me permettre juste une seconde, c'est que à côté des cycles réels, il y a des cycles financiers. Bien sûr. Et que ces cycles financiers sont induits beaucoup par les taux d'intérêt. Pas seulement ceux de la politique monétaire, mais par les taux d'intérêt. Si on a des taux d'intérêt trop longtemps, trop bas, en dessous du taux de croissance, ça fait des cycles où se montent les bulles financières, les bulles actions, les bulles d'immobilier et les bulles de surendettement. Et après, ça éclate. Deux questions, Olivier Klein. Parfait. Deux questions. Vous avez abordé le mot et le thème de l'inflation. Bon, on est en plein dedans. Est-ce que vous diriez que l'accroissement de la masse monétaire avec l'émission de papier de rachat de dette de la BCE est responsable de l'inflation? Première question. Puis ensuite, j'aimerais qu'on parle de la crise des subprimes de 2008. L'inflation. D'accord. Mais je ne crois pas. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens, quelques-uns en tout cas. Madame Lagarde non plus ne croit pas. Hein. Voilà, qui pensent que c'est l'accroissement du bilan de la Banque centrale qui a permis d'engendrer cette inflation. Alors, je ne crois pas que ce soit la cause. Après, que ça facilite l'inflation, oui. Mais c'est une condition permissive, ce n'est pas une condition causale. Mais une masse monétaire importante par rapport à une production qui stagne, c'est une hausse des prix. Des actifs financiers. Il se trouve que les banques centrales, depuis 2015-2017, ont maintenu des taux très bas alors que l'économie était bien repartie, alors que les crédits étaient bien repartis. Et les taux sont restés très bas très longtemps. Pour remonter l'inflation, c'était ça l'objectif des banques centrales. Ça n'a pas remonté l'inflation des prix des biens et des services. Ça a fait s'accroître les bulles financières, c'est-à-dire le prix de l'immobilier et le prix des actions. Et donc l'inflation s'est retrouvée dans les actifs financiers et pas autrement. Et pourquoi ? Sans doute parce qu'on est dans un cycle très long, on était dans un cycle très long de la mondialisation et des gains de productivité dus à la nouvelle révolution financière et la nouvelle révolution technologique. Et que de ce fait, l'inflation était totalement comprimée par les conditions mondiales dans lesquelles on exerçait nos métiers. Hein, et tous les métiers, y compris industriels. Alors, bulle immobilière, Olivier Klein, bulle immobilière. En 2008, il y a un système qui explose, c'est la crise des subprimes aux États-Unis. Vous avez publié un livre chez Erol qui s'appelle « Crise et mutation, petite leçon bancaire ». On dit que vous avez prévu une crise financière imminente à ce moment-là. Quelle petite leçon ou grande leçon bancaire vous avez retirée de cette crise des subprimes de 2008 ? Alors, la première des choses, ça rebondit sur ce qu'on disait juste avant. C'est parce que j'enseigne, que j'étudie, que j'approfondis, que j'ai pressenti honnêtement la crise de 2000 déjà, hein, qui était une grosse crise d'effondrement de la bourse, hein, et que ça m'a permis, pour la banque que j'avais à mener à l'époque, de ne pas avoir de perte sur ce sujet. Et deuxièmement, alors en 2006, j'enseigne à mes étudiants, ils sont sympas parce que quelques années après, ils me disaient, grâce à vous, on a compris ce qui s'est passé après. Donc c'était sympa, ça fait toujours plaisir. Hein. Mais j'enseigne à mes étudiants qu'on était à des niveaux d'endettement sur PIB pour beaucoup d'acteurs économiques, et notamment pour les ménages aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, qui, tôt ou tard, on ne sait jamais quand ça va se produire, mais tôt ou tard, provoquerait l'éclatement de cette bulle d'endettement et de cette bulle du prix de l'immobilier qui allait avec. Parce que naturellement, c'est l'endettement qui permet d'acheter de l'immobilier. C'est parce que les prix de l'immobilier montent que les gens se rendettent encore davantage. Ça se boucle. Hein. Et il se trouve qu'en 2007, je pars en vacances en août et je me dis, j'entends pas mal parler de ces subprimes. Moi, je pense que le surendettement américain est important chez les ménages, notamment hein, en Angleterre, en Espagne, et que les prix de l'immobilier deviennent intenables. Et je me mets à étudier les subprimes et je reviens, je dis, voilà, on va vendre la bourse à la tête de ma banque, on va vendre tout ce qui est en bourse, on va sortir de tous les fonds d'investissement qui ont des perspectives qui sont à l'envers de ce que je pense qu'il va se passer. Et on était une des rares banques du groupe à ce moment-là à ne pas faire de perte du tout sur le sujet. Donc j'ai un peu anticipé. Après, on peut toujours se tromper, on peut anticiper trop tôt ou mal. Hein. Il se trouve que là, pour les deux coups, ça n'était pas complètement... Comparaison n'est évidemment pas raison, mais est-ce que l'une des grandes leçons bancaires qu'on a tirées de cette monumentale crise des subprimes en 2008, le too big to fall, même si Lehman Brothers a disparu, on ne l'a pas vu s'illustrer récemment avec le rachat d'UBS par le Crédit Suisse? Ah, c'est très juste. La première chose, c'est que là aussi, moi, ça fait maintenant 2 ans que j'écris attention. L'inflation est revenue. J'ai écrit ça en juillet 2021. Le grand retour de l'inflation. Et
avec le grand retour d'inflation, les taux d'intérêt doivent monter. Obligé. Et si les taux d'intérêt montent après une période si longue où on a eu des taux d'intérêt quasiment à zéro, Négatif. et voire négatifs en Europe, qui ont entraîné des bulles immobilières, voire des bulles actions, et du surendettement dans pas mal d'acteurs et maintenant aussi chez les États, alors la sortie de la période de très basse inflation pour passer à une période d'inflation forte va être très perturbée en termes de sécurité financière, de solidité, de stabilité financière. Et on risque d'avoir des bulles qui éclatent, on risque d'avoir des gens surendettés, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé sur les banques? Là, la banque américaine de la Silicon Valley en est un exemple. Mais qui n'était pas une banque systémique. Quelques autres. Elle n'était pas systémique du tout. Elle était très mal gérée, mais elle n'était pas supervisée non plus. Après, vous me parlez du Crédit Suisse. Effectivement, beaucoup de gens pensent, quand ils réfléchissent à la stabilité financière, il ne faut pas faire de trop gros monstres. Parce que si on a des trop gros monstres qui vont mal, c'est catastrophique. Bon. En même temps, que pouvait-on faire avec le Crédit Suisse? Je pense que la Suisse a géré remarquablement bien, très rapidement, quelque chose. Y compris pour les actionnaires du non. Crédit Suisse qui, du jour au lendemain, ont vu que c'était passé par un 49.3 bancaire et que ce qui valait X francs Je ne commenterai suisses en pas le bourse. 49.3. Mais en revanche, pour être tout à fait clair, et on n'est pas actionnaire sans prendre de risques, quoi. Et donc, si on est actionnaire de Crédit Suisse, il faut accepter que si Crédit Suisse aille mal, ça aille mal. Je ne comprends pas autrement. Sinon, on protège tout le temps et le risque est rémunéré sans qu'il y ait vrai risque. Je trouve que c'est sain et moral que les gens qui ont pris des risques inconvenants le payent. Alors, pour terminer, Olivier Klein, j'aimerais qu'on parle un peu de la situation du pays. Parce que vous publiez des papiers qui sont au second ou au troisième degré une lecture intéressante. Vous dites, par exemple, dans l'opinion, il y a ce titre, les réformes structurelles sont indispensables pour sauvegarder la protection sociale. On a besoin de réformes dans ce pays et la réforme des retraites est donc nécessaire. Oui, aucune ambiguïté sur le sujet. Et je crois finir l'article en disant quelque chose comme ceux qui ne le voudraient pas joueraient le pire, la politique du pire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, souvent on fait une confusion en France sur la nature des politiques structurelles. Les politiques structurelles, ce n'est pas faire des politiques d'austérité. Et ce que je défends comme idée depuis longtemps, et je réécris ça régulièrement, c'est que si on ne fait pas nos politiques structurelles, un jour on va tomber sur un mur, le mur de la dette, et on sera obligé de faire des politiques d'austérité. Et je prends comme exemple l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Irlande à un certain moment. Quand en 2010, 2012, etc. La Grèce, exemple majeur. J'osais à peine le citer. Oui, voilà, exemple emblématique. Mais presque trop. Donc c'est pour ça que j'en prends d'autres. Mais on peut prendre la Grèce, évidemment. Quand elles n'ont pas fait les efforts auparavant, qu'elles se sont laissées aller à l'endettement et aux bulles, c'est facile pendant peut-être 10 ans de se laisser aller à l'endettement aux bulles. Tout paraît plus facile. Enfin, nous, ça fait plus longtemps, parce que le dernier nous, ça budget fait beaucoup plus longtemps. je pense, remonte à Giscard d'Estaing. Mais moins que l'Italie et bien moins que la Grèce. Mais c'est parfaitement vrai. La tendance n'est pas bonne, ça c'est sûr. Et depuis très longtemps, en France. Bon. Mais si on ne fait rien, si on ne fait pas les politiques structurelles qui rehaussent la croissance potentielle, alors on sera obligé de faire des politiques d'austérité. Et alors, on ne pourra plus protéger le système social. Le système de protection sociale, qui est extraordinaire, qui est un bien précieux, un bien collectif précieux, il ne peut se défendre que si on fait le type de réforme que la Suède, le Danemark, la Norvège, etc., le Canada ont fait dans la première moitié des années 90. Pourquoi ils avaient des systèmes extraordinaires de protection sociale qu'ils ont toujours, mais ils le vivaient par l'endettement. Donc, il faut réformer structurellement, il faut avoir du courage politique pour ça. Oui, il faut le faire. Il faut avoir du courage aussi syndical. Il faut du courage partout pour se dire, il faut le faire pour protéger la protection sociale. Et sur la réforme des retraites, Olivier Klein, bon, on veut tous sauver notre système par répartition, mais vous ne m'avez pas parlé de capitalisation. Je suis étonné pour un banquier. Après, tous les fonctionnaires ont la préfonds. Le fonds de réserve des retraites créé par Lionel Jospin, il est géré comme un fonds de capitalisation. C'est une chose qui pourrait venir en complément, qui est inéluctable. Alors, déjà, ce qui est inéluctable, si on veut sauver le système par répartition, et si on ne veut pas que ça soit moins de retraite pour chacun ou plus de cotisations sociales pour ceux qui travaillent, c'est inéluctable qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont à la retraite aujourd'hui par rapport au nombre de ceux qui travaillent. Il n'y a pas d'autre manière que de rallonger l'âge, ce qui par ailleurs correspond absolument à la longévité, capitalisation, à l'espérance de vie. Alors capitalisation, je vois bien que vous voulez aller là.
sauvons déjà le système par répartition pour qu'il soit bon et introduisons par petites doses de la capitalisation ouverte à tout le monde et pas seulement à certains. Alors, mais bien sûr, ça sera probablement indispensable parce que quoi qu'il arrive, le nombre d'actifs sur le nombre de retraités va continuer de baisser et que on ne pourra pas non plus dire aux gens de travailler jusqu'à... Sauf si on a une politique de natalité un peu plus ambitieuse. Oui, mais ça mettra du temps. Oui. Ce qui est déjà inscrit. Mais c'est un vieux serpent de mer. Je me souviens d'un livre qui s'appelle La richesse des Français, co-signé par André Babot et Dominique Strauss-Kahn, qui parlait déjà de capitalisation. Et Dominique Strauss-Kahn incarnait la gauche. Non, mais vous avez... Ah, mais c'est pas une question de gauche ou de droite, tout ce que je raconte. Tout ce que je raconte n'est pas de gauche ou de droite. La gauche de gouvernement comme la droite de gouvernement comprenez aisément que c'est ça qu'il faut faire. Le problème, c'est de pouvoir le faire. Et peut-être qu'on a manqué d'explications depuis longtemps un peu réalistes. Peut-être qu'on a manqué d'éducation économique depuis très longtemps. Peut-être qu'il faut aussi apprendre à regarder en dehors des frontières de la France pour voir que tous les autres pays l'ont fait et pour sauvegarder leur système de retraite et leur protection sociale. Ça me semble essentiel et très démocratique et en réalité très protecteur pour tout le monde et surtout pour ceux qui ont moins d'argent. Olivier Klein, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Quel est le champ des possibles ? Alors, vous avez beaucoup voyagé dans votre vie professionnelle. Oui. Vous cultivez un amour, j'allais dire presque invétéré pour la sculpture africaine. Vous allez passer quoi votre temps Et du Pacifique. Et du Pacifique, aller acheter des œuvres d'art, ou bien le champ du possible peut encore vous offrir une nouvelle voie ? Non. Alors, pour des raisons statutaires d'âge, je vais quitter le groupe PCE. Mais je ne me sens pas du tout envie de partir en retraite. Alors ça, c'est aussi l'avantage probablement de mon métier, mais aussi de la quantité d'énergie qu'on peut avoir à différents âges de la vie. Hein. On peut en manquer à 50 ans, on peut en avoir beaucoup à 70. Bon, voilà, j'ai 65 ans. Je me sens encore plein de choses à faire. J'ai envie de faire plein de choses. Et donc, le champ des possibles, je suis en train de l'étudier pour après-demain. Vous faites pas partie des gens qui disent que finalement, la vie est bien faite, que on a beaucoup plus d'ambition quand on a 30 ans parce qu'on a beaucoup plus d'énergie et qu'on en a un peu moins à 60 ou 65 ans parce qu'on a un peu moins d'énergie. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des gens à 40 ans qui sont fatigués et d'autres à 60 ans qui ne sont pas du tout. Naturellement, ça dépend du travail qu'on fait. Si on a un travail physique fatigant ou beaucoup moins intéressant, je comprends très bien. Mais si, comme beaucoup de gens quand même, on a du travail assez intéressant et qu'on se passionne pour ce qu'on fait, alors évidemment, c'est tout à fait différent. J'ai entendu l'autre jour quelque chose qui m'a amusé et qui m'a bien plu. Mais évidemment, ça s'applique à une partie de la population, ça ne s'applique pas à tout le monde, ça va sans dire. C'est, on ne prend pas sa retraite parce qu'on est fatigué, mais on vieillit parce qu'on prend sa retraite. Toute dernière question qui me vient à l'esprit, avant qu'on se quitte. On dit que vous êtes ultra méticuleux dans votre vie de banquier, et quand vous allez voir les agences, vous testez vous-même les DAB, les distributeurs automatiques. C'est vrai, c'est une légende ou pas ? Vous êtes bien renseigné. J'aime bien visiter et voir. J'aime bien les reportings, mais la vie d'un responsable, c'est pas que de regarder les reportings, hein, loin de là. J'ai déjà eu des reportings qui me disaient que les choses allaient bien, puis en allant voir, je voyais que ça n'allait pas bien. Et ça permet les deux à la fois de bien mieux faire. Et quand je vais, j'aime bien voir les clients. J'aime pas quand on ne montre pas des clients. J'aime bien les écouter. Je vais voir les autorités locales, c'est normal. Et puis, je vais voir les équipes beaucoup. Et je vais voir aussi leur installation, comment ça fonctionne. Et j'aime bien regarder comme ça, par hasard, l'œil traîne pour voir que ça correspond à ce qu'il faut. Et l'œil est gourmand, ça se voit. Merci beaucoup, Olivier Klein. Merci à vous, merci infiniment. On se retrouve, quant à nous, pour une nouvelle interview de l'Hémicycle très prochainement. Merci beaucoup.